Monsieur le ministre, Monsieur le président de la commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le programme de stabilité qui nous est présenté aujourd'hui présente le cadrage économique et financier retenu par le Gouvernement pour la période 2018-2022. Le ministre vous l'a rappelé. C'est un programme qui est associé également au programme national de réforme qui présente la stratégie de la France, sa stratégie économique de réforme structurelle. Ces deux documents sont des outils centraux du semestre européen et de la surveillance multilatérale des politiques économiques dans l'Union européenne. Ils constituent l'image que notre pays renvoie au reste de ses partenaires européens en matière de volonté de réforme et de respect de nos engagements financiers. Ils ont donc une portée politique majeure, au moment même où le président de la République entend rendre à la France un rôle moteur en Europe. L'importance de cet exercice de programmation impose donc, il me semble, trois vertus: sincérité, ambition et réalisme. Le programme de stabilité doit d'abord être bâti sur des hypothèses sincères, ce qui, il faut le reconnaître, a rarement été le cas par le passé. Le présent texte semble rompre avec cette habitude, au moins en début de période. Les hypothèses de croissance qui nous sont présentées aujourd'hui ont ainsi été qualifiées de réalistes pour l'année 2018 et d'atteignables pour l'année 2019 par le Haut Conseil des finances publiques. Si le scénario de fin de période est jugé optimiste, notamment en raison d'incertitudes pesant sur l'environnement économique international, cet optimisme est, je le crois, une figure imposée pour un exercice de prévision à plus de 2 ou 3 ans. Comment reprocher au gouvernement de retenir une hypothèse de stabilité des conditions économiques mondiales? Nul ne peut sérieusement prévoir l'imprévisible. C'est l'horizon temporel du programme de stabilité qui est trop long pour produire une prévision fiable dans un monde où le commerce, les flux de capitaux et les fondamentaux macroéconomiques sont soumis à des variations de plus en plus brutales. Si un procès d'insincérité ne peut donc être intenté au gouvernement sur ces hypothèses, je lui reprocherai peut-être, en revanche, une ambition plus limitée sur les 2 premières années de programmation. Car à quoi bon prévoir l'effort le plus important sur les dernières années, sur les années qui sont les plus incertaines que j'ai évoquées? Je comprends les contraintes que vous avez rappelées, Monsieur le ministre, qui pèsent notamment sur l'année 2019, mais il y aura sans doute d'autres contraintes en 2020, en 2021 et en 2022. Dans ces conditions, l'excédent budgétaire de 0,3% du PIB prévu en 2022 me semble hypothétique et supposera un courage politique qu'il vous faudra, Monsieur le ministre, assumer jusqu'au bout. Vous marqueriez ainsi l'histoire de votre fonction. Aucun de vos prédécesseurs, depuis que le programme de stabilité existe, n'a honoré ses engagements en fin de période. Vous seriez donc le premier. Le courage politique est donc la clé de ces exercices de programmation européens. Je vous en reconnais lorsque vous avancez la date d'inversion de la courbe de la dette publique dès cette année. C'est un enjeu vital pour notre économie, mais également pour notre démocratie. Nous devons écarter le plus rapidement possible cette épée de Damoclès, Monsieur Le Maire l'a dit tout à l'heure, qui menace de s'abattre sur la France à la moindre augmentation des taux d'intérêt et qui obère nos marges de manœuvre politiques. Je vous reconnais également du courage lorsque vous vous engagez à diminuer progressivement le nombre de contrats aidés. C'est un dispositif coûteux, inefficace, selon la Cour des comptes elle-même. En tant que rapporteur de la mission Travail-Emploi au sein de notre commission des finances, j'avais eu l'occasion de défendre, il y a quelques semaines, un recentrage des politiques de l'emploi sur des dispositifs ayant fait la preuve de leur efficacité au moindre coût, dans le droit fil d'ailleurs de la tradition de notre commission des finances depuis plusieurs années sur ce sujet. Les fruits de la croissance et la baisse du chômage dans les prochaines années doivent nous permettre de rompre avec une logique d'emploi subventionné pour mettre l'accent sur la formation et la montée en compétences. Je vous reconnais enfin, Monsieur le ministre, du courage lorsque vous entendez revoir en profondeur les normes et la fiscalité applicables aux PME et aux TPE, notamment dans le cadre de la loi Pacte, que j'attends la plus ambitieuse et la plus large possible, notamment pour lutter contre notre déficit du commerce extérieur, comme cela a été rappelé tout à l'heure dans l'un des exposés. Néanmoins, Monsieur le ministre, comme disait Sénèque,
faute d'adversaires, votre courage s'étiole. Il ne faudrait donc pas que le retour de la croissance et les bonnes hypothèses conjoncturelles que vous retenez vous rendent trop timide sur l'effort structurel, notamment en termes de dépenses. Le déficit structurel de la France sera toujours en 2022 inférieur à la limite fixée par le traité. Le niveau de la dépense publique de la France demeurera largement au-dessus de la moyenne européenne, d'au moins 2 points de PIB. Conséquence, le taux de prélèvement obligatoire ne diminuera que très modestement sur la période, d'1 point de PIB seulement. Il conviendrait donc, Monsieur le ministre, que cette programmation nous mette à l'abri d'un retournement de conjoncture ou d'une hausse des taux d'intérêt. Je vous encourage donc à intensifier vos efforts en matière de maîtrise de la dépense publique. Il faut élever les ambitions du programme Action publique 2022, qui ne doit pas connaître le destin des précédentes revues de dépenses. Vous pourrez compter sur notre groupe pour vous soutenir et vous faire des propositions dans ce but, qui est véritablement d'intérêt national. Merci, cher